Monsieur le Président, mes chers collègues, le Parlement, c'est la parole. Ce projet de résolution vise à la contenir. Pas seulement celle de l'opposition, celle de tous les parlementaires. Une parole qui nous a été confiée par le peuple, en son nom, et que personne ne peut nous confisquer. Au nom du groupe socialiste et apparenté, j'ai l'honneur de défendre cette motion de rejet préalable parce qu'il nous est insupportable de voir notre droit à l'expression contenu et donc contraint. En l'état, nous nous opposons à cette réforme du règlement de notre Assemblée telle qu'elle est sortie de la commission des lois. Nous espérons que vous prendrez acte dans la discussion parlementaire de nos propositions et amendements pour aboutir, Madame la Présidente, vous venez de l'évoquer, à un texte de rassemblement. Il est encore temps. Permettez-moi de vous rappeler, en écho de ce que vous venez de dire, que cette exigence de consensus avait animé Claude Barthelone en 2014. Plutôt que d'imposer des dispositions qui ne faisaient pas l'unanimité, il a préféré les retirer de sa réforme. Vous avez jusqu'à présent choisi de privilégier le fait majoritaire. Ce débat peut nous permettre d'évoluer positivement pour aboutir à cette recherche d'équilibre. Alors bien sûr, vous nous direz, Monsieur le Président, que votre réforme crée de nouveaux droits pour l'opposition. On vous en donne acte. La réforme du CEC, la composition du bureau, l'élection d'un premier vice-président appartenant à l'opposition. Et je veux ici dire, dès le début de cette motion, qu'il a été très agréable de travailler avec Monsieur le rapporteur, sous l'autorité de Madame la Présidente, et que Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur Richard Ferrand, a multiplié les initiatives pour écouter les propositions dont nous étions nous-mêmes porteurs. Pourtant, ces mesures positives ne viennent pas contrebalancer les défauts que nous avons identifiés et que je vais essayer de détailler. Je veux d'abord rappeler que la motion de rejet préalable que nous présentons se justifie par l'inopportunité flagrante de votre résolution et par le caractère manifestement inconstitutionnel de certaines dispositions proposées. Son inopportunité d'abord, elle tient dans le calendrier retenu. Monsieur le rapporteur vient de nous en révéler la faiblesse. Cette réforme apparaît comme une réforme sandwich, coincée entre une réforme constitutionnelle avortée et une réforme constitutionnelle annoncée. Si une réforme doit intervenir, c'est d'abord celle de la Constitution, avant celle du règlement de notre Assemblée. Il en était ainsi en 2008 et en 2009. Vous faites l'inverse. Vous dites vouloir fluidifier, dynamiser et moderniser le travail parlementaire pour en réalité mieux protéger la majorité parlementaire lors justement de ce prochain débat constitutionnel. Il est d'ailleurs assez remarquable de noter que certaines mesures qui étaient inscrites dans le premier projet de loi constitutionnelle se retrouvent dans la présente réforme du règlement. Il s'agit notamment du renforcement des irrecevabilités. En juillet 2018, cela relevait de la Constitution. En mai 2019, cela s'inscrit dans un simple projet de résolution. Cherchez l'erreur. Mais l'inopportunité, c'est aussi de mal identifier les dysfonctionnements de notre vie parlementaire et de ne les corriger qu'à la marge. Vous venez d'évoquer le temps passé dans cette Assemblée, le nombre d'amendements. Je vais tout à l'heure donner moi aussi un certain nombre de statistiques. Mais n'avez-vous pas, Monsieur le rapporteur, l'impression que le premier fautif, c'est d'abord l'exécutif, c'est le gouvernement, souvent versatile, peu respectueux de nos procédures, mal éclairé sur les réalités de notre pays. Et je vais vous donner un argument, et c'est vrai de toutes les majorités, pas uniquement de celle-ci, c'est vrai de tous les exécutifs. Donc, vouloir faire porter sur les seuls parlementaires la responsabilité de ces dysfonctionnements est une erreur manifeste. Vous la commettez. Vous la commettez comme tous les pouvoirs en situation d'être majoritaire dans cette Assemblée. Inopportunité, inconstitutionnalité. C'est d'abord la remise en cause du mandat représentatif, en nous imposant par touches successives un mandat impératif. L'inconstitutionnalité, c'est aussi l'absence de clarté et de sincérité de nos débats, alors que le Conseil constitutionnel a à 6 reprises statué sur cette exigence. L'inconstitutionnalité, enfin, c'est de méconnaître le principe d'égalité entre nous. Nous faisons du respect de la parole parlementaire un préalable absolu. Nous refusons que cette parole soit diminuée, dévaluée et à terme dégradée. La première des blessures que vous nous infligez, c'est de substituer à la libre expression de chacun une seule expression par groupe. Au nom de quoi? De la rapidité et de l'efficacité, dites-vous,
Qu'il soit ici définitivement dit, comme l'a démontré Olivier Marleix, que la durée d'adoption d'un texte est plus longue en Allemagne qu'elle ne l'est en France. Toute votre réforme du règlement, c'est moins d'expression pour les députés. Et ensuite, vous égrenez les décisions. Ainsi, les motions de procédure. Vous nous proposez de modifier les articles 91 et 108 de l'actuel règlement pour limiter les motions de procédure. Vous supprimez la motion de renvoi en commission et vous réduisez le temps de défense des motions avec un argument imparable. Aucune motion, ou presque, présentée par l'opposition, n'a été adoptée. Mais si tel était le cas, supprimez alors les amendements de l'opposition, supprimez les questions posées par elle et auxquelles jamais l'exécutif ne répond. Pour la bonne information de nos collègues, nous sommes passés en 2009 de 3 motions de procédure à 2. En 2019, nous nous apprêtons à passer de 2 motions de procédure à une seule. En outre, depuis 1999, le temps de présentation des motions n'a cessé de croître. Illimité avant 1999, 1h30 en 1999, 30 minutes en 2006, leur temps de présentation ne serait plus que de 15 minutes à partir de 2019 si votre projet était adopté. Les motions, mais aussi les prises de parole lors de la discussion générale. Dans les articles 8 et 23 de ce projet de résolution, vous proposez de limiter les prises de parole en discussion générale. Désormais, la règle serait un orateur par groupe et pour 5 minutes. Imaginez, 5 minutes pour un groupe sur le texte de la fonction publique, 5 minutes demain sur les retraites, 5 minutes après-demain sur les lois de bioéthique. Qui peut croire qu'en 5 minutes, une famille de pensée peut éclairer l'opinion publique sur la globalité d'un texte? Je disais motion, discussion générale, mais aussi prise de parole sur les articles. Vous annoncez, en modifiant les articles 54 et 95, que le nombre d'inscrits dans la discussion d'un article serait limité à un orateur par groupe, plus un député non inscrit. La désignation des orateurs sur chaque article serait assurée ainsi par les présidents de groupe. Ajoutons que les explications de vote sur les articles seraient également supprimées. Et puis, il y a des modifications qui interviennent sur les amendements, leur nombre, sur les rappels au règlement, sur la limitation des demandes de suspension de séance. À chaque fois, nous contestons cette dérive, cette volonté qui vous anime de réduire la possibilité pour les députés de s'exprimer dans cette Assemblée. Reconnaissez qu'il n'y a pas eu dans cette Assemblée d'abus. Je siège ici depuis 2002, comme d'autres au sein de cette Assemblée et peut-être certains avant moi. On n'a jamais connu de dérive en la matière. Monsieur le Président, parce que vous avez ça en tête, ce qui a déraillé en juillet dernier, ce n'est pas la procédure parlementaire. Ce qui a déraillé en juillet dernier, c'est un chef de cabinet adjoint de l'Élysée qui s'est comporté comme un nervi. Ce qui a déraillé en juillet dernier, c'est l'Élysée elle-même qui, à la surprise du pays, l'a gâté, protégé au-delà de la normale. Pénaliser la procédure parlementaire parce qu'il y a eu Alexandre Benalla, cela est nul et cela nourrit le mauvais climat que connaît notre démocratie. Et entre nous, sur le temps de la confidence, Monsieur le Président, durant cette période, le seul qui, dans la majorité, a été à la hauteur de ce moment et de cette situation, c'est justement vous. Vous l'avez été. Et vous l'avez été avec un autre règlement de l'Assemblée nationale, pas celui que vous nous proposez, celui qui avait été élaboré en 2009 et 2014. Et donc, pour faire face à des situations de crise, et c'était une situation de crise, nul n'est besoin de recourir à un règlement qui viendrait contingenter, qui viendrait limiter, qui viendrait interdire. Il suffit d'avoir un peu d'expérience, et vous accepterez ce compliment, et du talent. Aujourd'hui, vous nous proposez un dispositif qui, à l'évidence, aura des conséquences dramatiques pour la vie dans notre Assemblée. Je parlais des motions, de la discussion générale, des suspensions de séance, de la discussion sur les articles. Je parlais aussi du contrôle systématique de la recevabilité administrative des amendements. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous reprenez dans votre résolution une disposition qui était prévue dans le projet de loi constitutionnelle de juillet 2018. Ainsi, aux articles 24 et 26 de la présente résolution, vous souhaitez instaurer un contrôle systématique de la recevabilité législative des amendements au titre de l'article 41. Cette disposition
tous les observateurs de la vie politique le disent, aura des effets catastrophiques pour notre vie démocratique puisqu'elle limitera la capacité d'initiative de chaque député. Mais posons-nous une question. Qui méconnaît le domaine de la loi et du règlement aujourd'hui? Qui le méconnaît? Pratiquement toujours le gouvernement. Pratiquement toujours le gouvernement. Et qui peut assurer de façon implacable que telle disposition relève de la loi et non pas du règlement, ou l'inverse? Madame la Présidente, n'y voyez pas d'attaque personnelle, mais sûrement pas un président de commission. C'est à nous, collectivement, qu'il appartient de délibérer en la matière et au contrôle constitutionnel de censurer les dispositions qui, au nom des juges, seraient considérées comme étant un abus de pouvoir de notre Assemblée ou du Sénat. Mais en aucune façon à un élu qui, au titre de son élection au sein de cette Assemblée, aurait un pouvoir manifestement exorbitant. Cette disposition en matière d'irrecevabilité participe de votre projet. Limiter le droit d'expression des parlementaires. Vous prétendez fluidifier, dynamiser, moderniser le travail parlementaire, mais vous faites de cette Chambre un lieu où les seuls partis politiques s'exprimeront les uns après les autres. Vous en arrivez même à vous méfier de la parole pour privilégier un système de contribution écrite dont nous verrons très vite les conséquences négatives, notamment en termes d'évaluation du travail personnel de chacun. Nous l'avons évoqué en commission. Notre société a changé. Elle est plus complexe. Notre approche des dossiers dans un même groupe, souvent différente. Nous sommes tous façonnés dans cette Assemblée, tous façonnés par nos convictions, mais aussi par nos expériences, notamment sur le terrain. Et puis, on ne fait pas de la politique dans ce pays de la même façon, entre le rural et l'urbain, entre le nord et le sud. Combien de fois ai-je été dans le doute, en divergence même, alors que venait de s'exprimer l'un de mes amis socialistes? Pour autant, ma solidarité et ma fidélité à ma formation politique et à ses militants restent identiques. Demain, parce que vous aurez limité à un orateur, vous aurez, vous aurez réduit le caractère pluriel qui doit nécessairement exister au sein de chacun des groupes. Vous aurez empêché que ce débat que les Français appellent de leur vœu puisse également exister à l'intérieur des familles de pensée. Ce que vous voulez, c'est que l'on pense tous pareil. Et ce que vous désirez, c'est une expression par groupe. Bien sûr, vous prévoyez que la conférence des présidents puisse fixer une durée dérogatoire selon les textes. Mais avouez que cela relève du caprice, de la générosité, du pouvoir discrétionnaire de la formation majoritaire. Et cela, en démocratie, cela n'est pas sain. Enfin, s'agissant de la pluralité à l'intérieur des groupes, c'est surtout le débat qui va en pâtir. On a besoin, parfois, sur chaque article, d'être éclairé, de mesurer la portée de nos décisions. Si vous limitez les interventions à un orateur par groupe dans une assemblée comme la nôtre, 8 groupes, 8 orateurs, 2 minutes chacun, avez-vous le sentiment que sur chacun des articles, y compris sur ceux qui sont les plus importants pour la vie de nos concitoyens, l'Assemblée soit suffisamment éclairée? Moi, non. Notre expérience collective m'amène à faire ce constat et au fond de vous, chacun d'entre vous partage ce sentiment. Nous redoutons enfin que la parole parlementaire soit dégradée parce que toutes vos propositions de modification du règlement vont toutes dans le même sens, s'additionnent toutes les unes aux autres. On peut admettre telle ou telle disposition. J'aurais pu admettre, par exemple, qu'au nom de ce consensus recherché, l'on puisse contingenter le nombre de motions, mais pas le nombre de motions, les interventions en discussion générale, les interventions sur les articles, l'incapacité par l'irrecevabilité de les défendre, etc., etc. Donc c'est l'addition qui pose problème. Et si l'on peut discuter de telle ou telle mesure, ces dispositions toutes mises en œuvre concomitamment aboutissent nécessairement de fait à dénaturer notre procédure parlementaire et, vous le verrez, à modifier notre rôle au sein de cette Assemblée. Les limitations systématiques des temps de parole des députés portent atteinte, selon nous, au principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires. C'est un autre principe constitutionnel qu'il convient de respecter. Dans de nombreux ouvrages de doctrine, il est rappelé que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 exprime que
la loi doit être l'expression de la volonté générale. De même, le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution prescrit que c'est la condition pour que la souveraineté nationale s'exerce par les représentants du peuple. Il y a nécessité de préserver ces doubles principes de clarté et de sincérité. Et nous avons le sentiment, parce que le Conseil constitutionnel en 2003, M. Damien Chamussy, dans un ouvrage du Conseil constitutionnel, s'est exprimé là-dessus dès 2003. Le Conseil constitutionnel a considéré que le droit d'amendement et le recours à des procédures devaient être garantis à chacun des parlementaires. Et depuis 2003, à 6 reprises, le Conseil constitutionnel a statué sur des questions aussi diverses que la durée des prises de parole, le délai de dépôt opposable aux amendements, le caractère exhaustif des comptes rendus des commissions ou la durée maximale d'examen d'un texte. Au-delà de ces principes de sincérité et de clarté que je viens de rappeler, nous considérons également qu'avec cette réforme du règlement intérieur, vous affaiblissez un principe fondamental de notre vie publique. Tout mandat impératif est nul, c'est l'article 27 de la Constitution. Tout député, indépendamment de son groupe, doit être en capacité de s'exprimer. C'est une question de liberté, c'est une question d'indépendance. Liberté et indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Liberté et indépendance vis-à-vis de son propre parti politique. Liberté et indépendance vis-à-vis de son propre groupe parlementaire. Dans notre République, mes chers collègues, il y a un principe de libre adhésion et il y a une interdiction de toute tutelle. En définissant, mesure après mesure, un lien de subordination à un groupe parlementaire, vous dégradez le rôle du député en le confinant au rôle de représentant de sa famille de pensée, alors qu'il est le représentant de toute la nation. Sans le dire, sans le nommer, toujours au nom de la fluidité, de la dynamique et de la modernisation, vous redonnez vie à ce mandat impératif. Or, depuis la Première République, tous les grands noms de notre démocratie française se sont levés pour en contester à juste raison le principe. Tous à des moments dramatiques pour notre pays, mais aussi à des moments plus sereins. De gauche et de droite, tous ont rappelé qu'il ne pouvait y avoir de démocratie s'il y avait de vraies libertés pour chacun des représentants du peuple. Permettez-moi de constater, ce n'est pas une invitation pour mouvoir vers une autre assemblée, mais permettez-moi de constater que demain, les sénateurs bénéficieront d'un droit d'expression supérieur au nôtre, alors qu'ils ne sont pas les représentants directs du peuple. Monsieur le Président, à la faveur de cette motion de rejet préalable, j'ai voulu rappeler que la démocratie parlementaire se fonde sur des principes et pas sur des circonstances. Votre réforme est habile parce qu'elle intervient à un moment où l'antiparlementarisme est fort dans ce pays. Qu'on ne se méprenne pas. Je ne vous accuse pas d'être animé par ces mauvais sentiments. Et je suis le premier à dire, et pas le seul, que votre élection au perchoir a redonné à notre institution un sérieux et une liberté que nous avions perdus sous votre prédécesseur. Je sais d'ailleurs votre attachement à cette notion d'équilibre. Ben oui, c'est ce que vous n'acceptez pas, c'est la liberté d'expression. Voilà, j'en ai fait la démonstration et je maintiens bien évidemment ce que je viens de dire. Mais Monsieur le Président, vous êtes comme beaucoup d'étudiants qui passent en ce moment leur examen. Vous êtes meilleur à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, vous voulez mettre nos institutions à la disposition d'une majorité, d'un exécutif qui a douloureusement vécu l'affaire Benalla et souhaite se prémunir à l'approche de la prochaine réforme constitutionnelle. Je viens de l'expliquer, vous commettez une erreur. Cette réforme de notre Assemblée doit certes, comme Madame la Présidente l'a rappelé, tenir compte que la fabrique de la loi est compliquée. Elle doit tenir compte de la suppression du cumul des mandats, de l'évolution des nouveaux moyens de communication, du périmètre européen qui est désormais le nôtre. Mais moderniser notre vie parlementaire ne saurait nous conduire au déséquilibre de nos procédures et à la limitation de la parole parlementaire. La loi mal faite, la loi bavarde, la loi discutée dans de mauvaises conditions, c'est d'abord le fait du gouvernement. Je vais ici en apporter 2 exemples édifiants. La loi justice, il y a quelques mois, nous examinions ce texte. Rien alors dans le texte du gouvernement ne concernait l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Rien. Madame la garde des Sceaux, dans une interview au Monde, affirmait que ce texte n'avait pas pour objet de modifier ces dispositions. Or, par un amendement déposé la veille de l'examen du projet de loi, le gouvernement nous proposait de reprendre la dite ordonnance de 45. Au-delà de ce texte justice, qui ici n'a pas été surpris par les amendements déposés en dernière minute par le gouvernement lui-même? Qui? La loi Hulot, celle-ci porte sur l'interdiction d'extraction de gaz et de pétrole. Dans l'étude d'impact
il est dit que 300 salariés seraient au mieux concernés en 2040 par les dispositions de cette loi. Or, dans ma circonscription, sur le bassin de Lac, plus de 8000 personnes sont directement ou indirectement concernées par l'extraction de gaz. Au-delà du Béarn, au-delà en Béarn, dans la pétrochimie, dans les géosciences, dans l'extraction à Lac, à Pau, dans le Vic-Bilh, 20 000 personnes auraient été ou auraient pu être impactées par cette loi, directement ou indirectement, si nous n'avions pas inséré des dispositions dérogatoires. Qui, ici, peut se satisfaire des procédures actuelles en matière d'évaluation, de contrôle et d'études d'impact? En conséquence, la loi ne souffre pas de trop de rappels au règlement ou de trop de suspensions de séance. Elle souffre de la précipitation, du manque de connaissances et parfois même du mépris qu'ont certaines élites pour les réalités multiples de notre pays. Enfin, à chaque fois que le pouvoir a voulu réduire le temps d'expression des députés, celui-ci s'est en fait allongé. Le nombre d'amendements a cru, le temps des débats a augmenté, le nombre d'articles a été multiplié. Je dispose ici d'un tableau éclairant à ce sujet. Le recueil des lois publiées annuellement par l'Assemblée était de 620 pages et 912 grammes en 1970, 632 pages et 1022 grammes en 1980, 1663 pages et 2700 grammes en 2000. Et là, ont commencé les mesures de contingentement de la parole. Et il y a eu une explosion des expressions, une explosion des amendements, une explosion de la longueur des lois. Mais ce n'est pas le fait de l'Assemblée, c'est le fait peut-être de la complexité de notre société, c'est le fait surtout de la volonté du gouvernement. Pour aboutir en 2004, c'est le dernier chiffre que nous avons pris, monsieur le rapporteur, à 2553 pages et 3266 grammes en 2004. Contre cela, vous ne vous attaquez pas, vous ne vous attaquerez pas, parce que c'est, je le répète, le fait du gouvernement. Je ne dis pas que ce contingentement a abouti à ce constat. Je dis simplement que la limitation du temps d'expression n'est pas la solution. Je note aussi que depuis l'élection présidentielle, vous jouez la même partition. Si cela va mal en France, c'est en raison des corps intermédiaires et notamment des élus, trop nombreux, trop proches de leurs électeurs et disposant de trop de pouvoir. Vous voulez réduire leurs normes, leur légitimité en recourant à la proportionnelle et dans cette Assemblée, leur temps d'expression. Pour vous, et pour reprendre un mot de notre collègue Stéphane Peu, en commission, le débat parlementaire doit ressembler à un débat de conseil d'administration. Vous vous trompez. Monsieur le Président, pour avoir beaucoup présidé lors de la précédente législature, nous étions tous les deux dans le même groupe, pour avoir présidé les travaux de cette Assemblée, je sais que l'on peut arriver à des compromis, à des accords largement majoritaires, voire même à des consensus. Vous le savez, le débat est toujours source de richesse. La parole est fondatrice. Chaque mot crée un monde. Dans cette Assemblée, parce que notre démocratie s'est solidifiée au gré des crises et des épreuves, nous vivons sur la gestion de nos désaccords, sur la gestion de nos contradictions. Avec votre réforme du règlement de notre Assemblée, vous prenez un risque, celui de voir la parole s'exiler hors du Palais Bourbon. Vous êtes la majorité. Votre devoir, c'est d'encourager la parole, c'est d'accepter le libre débat. Je viens de détailler des arguments juridiques et d'opportunité, tels que le requiert une motion de rejet préalable. Mais au-delà, notre devoir, c'est de préserver une démocratie vivante, un Parlement lieu d'échange. À ce stade, cela passe par l'adoption de cette motion. Pour ensuite, de façon consensuelle, sous votre autorité, Monsieur le Président, reprendre ce chantier et répondre aux exigences, certes d'efficacité, mais aussi de clarté, de sincérité et de liberté que nous devons tous porter dans cette Assemblée. Pour ce qui nous concerne, le groupe socialiste, nous y sommes prêts. Je vous remercie.